La Wii U. C'est un des plus gros échecs de Nintendo, mais le problème, c'était pas les jeux qu'il y avait sur la console, c'était la console. À la sortie de la Switch, les ports de jeux Wii U étaient un peu controversés. Après tout, ça peut sembler paresseux, sauf qu'en vrai, c'était la meilleure méthode de garantir aux joueurs d'excellents jeux dès le lancement de la Switch. C'était des jeux faciles à produire, qui avaient déjà fait leurs preuves et surtout, ils étaient pas chers. Pas cher pour Nintendo, parce que les jeux, eux, étaient vendus plein prix. Plusieurs étaient même plus chers parce que Nintendo a une drôle d'interprétation de l'expression « quand on veut, on peut ». Le premier des 13 ports Wii U auxquels on a eu droit, c'est Zelda Breath of the Wild, et vu comment encore à ce jour, c'est un des premiers jeux auxquels on pense quand on parle de la Switch, c'est facile d'oublier qu'à la base, c'était créé comme une exclusivité Wii U. Breath of the Wild était initialement prévu pour 2015 avant d'être repoussé à 2016 où, rendu en avril, Nintendo annonce un dernier report, cette fois jusqu'en 2017 pour sortir le même jour que la version NX, le nom de code de la Switch à l'époque. Et moi qui me sens mal quand j'arrive 5 minutes en retard. On va se le dire, c'était la chose à faire. C'est assez évident que Nintendo préférait essayer de propulser la nouvelle console plutôt que d'essayer de sauver le navire de la Wii U qui avait déjà coulé. Mais même si c'était logique, c'est un peu un doigt d'honneur aux fans de la Wii U qui supportaient la console depuis le jour 1 et ça explique les ventes ridicules du jeu sur la Wii U. Sans ça, ça serait un peu humiliant qu'un des plus grands jeux de l'histoire, c'est moins vendu que Wii Party U. Au moins, ça l'a battu Yoshi Woolly World. Le plus gros point légué par la Wii U à Breath of the Wild sur Switch, c'est la tablette Sheikah qui ressemble beaucoup au gamepad et bon, même si on n'a pas les fonctionnalités du gamepad, c'est pas grave, parce que la Wii U non plus les a pas. C'est assez ironique avoir intégré la tablette Sheikah dans le jeu, trouver une histoire qui fit, pour finalement couper les fonctionnalités du gamepad parce que même les dirigeants de Nintendo savaient que c'était forcé et inutile. Eiji Aonuma, le producteur du jeu, a lui-même avoué que les éléments qu'amenait le gamepad étaient plus une distraction pour le joueur que des ajouts de qualité, donc ils ont bien fait de juste les enlever. Par exemple, dans une démonstration sur Wii U en 2014, on pouvait voir que la map allait s'afficher sur le gamepad, ce qui maintenant est beaucoup plus complexe à faire. Si on veut voir la map, il faut appuyer sur ce bouton. En termes de qualité de jeu, la Switch bénéficie de meilleurs visuels et aussi une amélioration pour le son d'environnement. Considérant à quel point la nature a une place importante dans le jeu, c'est cool d'avoir des meilleurs bruits d'eau qui coulent et de vent. Ça me rappelle à quel point j'aime pas ça être dehors. Breath of the Wild a aussi des petits problèmes de framerate sur Wii U, surtout dans les portions demandantes comme le village Kakariko, mais à ce niveau-là, ça reste acceptable. Le jeu est super impressionnant sur Wii U. À part le fait que même avec le disque, on doit installer une portion des données directement sur la console. 3 GB, c'est pas beaucoup, mais quand le modèle de base blanc venait avec 8 GB, c'est un peu de la merde. Aussi appelé l'ancêtre des Game Key Cards. À sa sortie, les temps de chargement étaient étrangement plus rapides sur Wii U, ce qui a mené à sa popularité auprès des speedrunners, sauf qu'après quelques mises à jour, la version Switch l'a aussi surpassé dans ce département. Mais dès le deuxième mois d'existence de la Switch, le port d'un jeu sorti depuis 2014 est débarqué en force avec Mario Kart 8 Deluxe. C'est éventuellement devenu le jeu le plus vendu de la Switch avec plus de 71 millions d'unités et disons que ce genre de succès a vraiment validé l'idée de porter les jeux qui étaient coincés sur Wii U. C'est fou de penser que sans ça, ce qui est aujourd'hui vu comme le Mario Kart ultime, le Mario Kart le plus connu et joué de toute la franchise, aurait été à l'inverse un des plus gros flops. Et bon, faut relativiser le mot flop, le jeu avait ridiculement bien fait sur Wii U avec 8,5 millions d'unités sur seulement 13,5 millions de Wii U. Ça, c'est 63% des propriétaires de la console qui l'ont, ce qui est absurde. Par exemple, le même Deluxe est à seulement 46% sur Switch. Mais en termes de nombre concret, 8,5 millions, c'était rien face aux 37 millions sur Wii ou même les 2 dernières versions portables. C'est le premier de plusieurs jeux de luxe qu'on va voir, et ici, le mot de luxe est vraiment bien utilisé. Parce que des fois, on dirait juste que quelqu'un a dit « Oh, pas besoin de rien améliorer, fais juste mettre le mot de luxe dessus, ça va berner 90% des gens. » Ça vient avec tous les DLC du 8, ce qui nous donne 48 circuits, contrairement aux 32 qu'on avait le luxe d'avoir depuis Mario Kart Wii et 16 avant ça. Même World en a seulement 30.
À 60 $ pour Deluxe, ce qui était le même prix que le 8 de base sur Wii U, c'est un véritable vol. En plus, ça s'arrête pas là, on a d'autres nouveautés qui varient de nouveaux personnages à une couleur de boost supplémentaire. Le 28 avril 2017 est un grand jour pour les amateurs de mauve. Quelques changements se démarquent, comme le fait de maintenant avoir 2 objets, ce qui affecte assez drastiquement le gameplay. Par exemple, si t'es dans les derniers, tu vas avoir 2 fois plus d'objets forts, donc tu peux remonter plus vite, mais si t'es dans les premiers, t'as 2 fois plus de chances d'avoir une foutue pièce. Quoiqu'au moins Nintendo a eu la décence de rendre impossible le fait d'avoir 2 pièces, comme quoi même eux savent à quel point cette trahison émotionnelle te détruit mentalement. Y a pas juste l'argent dans la vie, y a aussi les bananes. Sinon, on a enfin un vrai mode bataille et ça fait du bien parce que mon Dieu que celui du 8 était pathétique. Il y avait même pas de map dédiée, ils ont juste pris 8 circuits du jeu et agi comme une mère indigne qui veut pas trop s'occuper de ses enfants en disant « Ben oui, c'est beau là, les jeunes, allez vous battre dehors. » C'est quoi ça? Et c'est même pas des portions fermées des circuits qui sont bien adaptés. Non, non, ils sont là au grand complet. J'ai zéro le sentiment d'être emprisonné avec comme seule option de me battre à mort. Sérieux, pour la vallée Yoshi, le circuit est tellement gros et mélangeant que la blague sur 64, c'était que le jeu savait même pas notre position. C'est pas normal que trouver les adversaires est plus difficile que les tuer. Mais pour Deluxe, c'est pas ça. On est gâté avec 5 modes différents dans 8 maps. 8 vraies maps. Ils ont même ajouté des objets exclusifs au mode bataille. Parce que qui dit combat à mort dit plume. Mais pour moi, le plus gros changement dans Mario Kart 8 Deluxe, celui auquel je pense à chaque fois que je joue avec des amis, c'est le mode assistance. Hey, c'est correct de l'ajouter, mais activez-le pas automatiquement pour tout le monde. Les développeurs étaient beaucoup trop contents de leur création. C'est super cool rendre Mario Kart accessible au plus de gens possible, mais en forçant les gens qui veulent pas d'aide à toujours le désactiver, c'est possible que vous ayez fait en sorte que 99% des joueurs veulent que le mode assistance aille se faire foutre. Et c'est même pas pour moi que c'est le plus énervant. Le pire, c'est quand je joue en groupe avec des gens qui sont pas particulièrement à jour sur la série, donc je dois toujours dire « Ah, juste désactiver ça ». C'est quoi? Oui, c'est pour aider, et je sais que vous êtes pas très bon, mais c'est pour aider ceux pires que pas très bons. Regarde, la question de base pour savoir si t'en as besoin devrait être « As-tu essayé de manger de la colle dans les 12 derniers mois? Non? Bon ben c'est pas pour toi. » Nintendo surestime le nombre de grands-mères qui jouent, et même là, 90% du plaisir, c'est de voir mamie foncer dans tous les murs. Le reste du 10%, c'est lui faire croire qu'elle contrôle l'écran qui est premier. Même pour les enfants, c'est comme les petites roues de vélo jusqu'à 5 ans. OK, mais à un moment donné, t'aimes mieux être mauvais sans l'assistance qu'avoir l'assistance et quand même être nul à chier. Et tout cet ajout de contenu dans Mario Kart 8 Deluxe, c'est sans parler du DLC qui est venu doubler le nombre de circuits à 96. C'est un point d'exclamation sur la décennie de domination pour Mario Kart 8 et ça va rendre le jeu vraiment dur à battre pour les prochains Mario Kart. Par moments, les circuits ajoutés dans le DLC sont moins bons et diluent un peu la qualité des 48 initiaux qui étaient presque tous fantastiques, mais avec près de 100 circuits, c'est normal d'en avoir qui sont moyens. Parlant d'être moyens, Lego City Undercover, un des jeux de lancement de la Wii U pour lequel Nintendo avait négocié une entente d'exclusivité en 2013 avant qu'il sorte plus tard en 2017 non seulement sur Switch, mais aussi les autres plateformes. C'est un choix vraiment bizarre d'exclusivité à essayer d'avoir parce que la réalité Lego à l'époque, c'est que sur PS3, Xbox 360 et Wii, il y a eu 12 jeux en 7 ans. Sérieux, est-ce qu'il existe un fan des jeux Lego qui va vraiment acheter une nouvelle console juste parce qu'il n'y avait pas sa dose avec les 12 autres? Mais bon, comme Lego City Undercover est publié par Nintendo, le jeu déborde d'easter eggs à l'image de la compagnie, ce qui lui donne un petit charme et rend le port sur les autres consoles un peu plus vide. Les easter eggs ont été retirés partout sauf sur Switch, mais est-ce que ça compense vraiment pour les temps de chargement qui restent interminables sur Switch alors que c'était déjà le plus gros problème du jeu sur Wii U? Parce que visiblement, ça aussi c'était exclusif à Nintendo. Malheureusement sur Switch, c'est encore terrible, moins pire qu'à l'époque, mais pour un port de jeu d'une génération précédente, c'est mauvais.
Sinon, contrairement au reste des jeux Lego, c'est pas une parodie de film populaire. En fait, c'est le premier jeu Lego avec un scénario original, et ici, c'est plus une parodie globale de plein d'univers mélangés ensemble. Faut voir ça comme un GTA, mais où on est le policier, et un peu moins psychopathe. Nintendo était dans une période étrange où il y avait déjà beaucoup de joueurs grand public, mais il leur fallait un jeu pour amener les joueurs plus hardcore, et un clone de GTA était peut-être mieux que rien. De toute façon, maintenant, les GTA sortent tellement rarement. Lego City Undercover est sorti la même année que GTA V. La PS3 et la Xbox 360 ont peut-être Trevor Phillips, mais nous on a Chase McCain qui doit arrêter Rex Fury. Faut leur donner, Rex Fury, ça sonne vraiment comme un nom de criminel. Même si on dirait plus un gars qui a une fixation sur les mascottes et qui est banni de Walt Disney World. Mais avec le port, ils ont aussi ajouté un mode coop, ce qui est assez cool pour un jeu familial, surtout que dans la grande majorité des jeux Lego, c'est un point important de l'expérience. Mais le plus gros changement avec cette version Switch, c'est évidemment l'absence du gamepad. À vous de déterminer si c'est positif ou négatif. Je vais vous donner un indice, ça commence pas par négatif. La plus grosse utilité du gamepad, c'était d'être un scanner, et c'est quand même très drôle que même pour ce point qui est super focus sur le gamepad, c'est mieux sans le gamepad. Au moins la plus grosse preuve que c'est un jeu next-gen clairement aussi bon que les versions PS4 et Xbox One, c'est que le prix a monté de 50 à 60 $. Si ça c'est pas une preuve de qualité, c'est pas une preuve de qualité. Pokémon Tournament DX, c'est le jeu où tu sais que dans un meeting important après la sortie du jeu, au moins une personne a dit « Ok, mais pourquoi on n'a pas mis le mot Pokémon dans le titre déjà? » Tu crées un jeu sur ce qui est la franchise la plus lucrative de l'histoire. Sers-toi du nom! C'est comme si le prochain jeu Mario s'appelait juste « L'homme qui a 2 bras ». Pour l'instant. Ici, il n'y a pas photo, la version Switch est de loin supérieure. C'est parce qu'à la base, Pokémon Tournament est un jeu arcade. D'ailleurs, ça a été fait en partenariat avec Bandai Namco qui a créé Tekken. Le jeu ensuite est adapté sur Wii U, sauf qu'étrangement, il ne recevait pas les mises à jour et le contenu additionnel auquel la version arcade avait le droit. Mais tout ce contenu absent sur Wii U a été intégré dans DX, donc oui, ça veut dire des nouveaux Pokémon, mais aussi des challenges journaliers, un mode 3 vs 3, un mode en ligne avec un classement et surtout un mode versus plus complet pour faire des duels en local. C'était possible sur Wii U avant, mais c'était bizarre, on pouvait pas jouer à 2 sur la télé, un des 2 joueurs était obligé d'utiliser le gamepad. De pas avoir un mode split screen en 2016, c'est absurde. Vous étiez capable d'en faire dans les années 90. La Wii U devrait pas vous empêcher de le faire juste pour forcer les gens à utiliser un écran tactile qui ressemble à un iPad cheap. En vrai, c'est un solide jeu de combat, même si ça pourrait mieux utiliser l'aspect Pokémon. Par moments, je suis comme « Come on, pourquoi je suis mentalement poussé à spam des coups de poing alors que je contrôle un dragon? » Bayonetta 2, c'est le premier port qui fait pas partie des 20 jeux les plus vendus de la Wii U. En fait, il est super loin avec seulement 300 000 unités, ce qui est un solide flop malgré les critiques excellentes. À la base, le premier jeu était sorti sur PS3 et Xbox 360 et même là, c'était pas une franchise qui se vendait beaucoup. Sauf qu'après le rachat du studio Platinum Games par Nintendo, c'est devenu une exclusivité, ce qui en vrai enlevait le jeu des 2 consoles avec le plus gros bassin de joueurs potentiellement intéressés à un hack and slash mature. La version Switch offre des meilleures performances que sur Wii U, mais la différence se limite pas mal aux aspects techniques du jeu, il n'y a pas vraiment de nouveautés ajoutées. Comme sur Wii U, Bayonetta 1 est inclus si on achète le 2, sauf qu'ici, c'est pas un deuxième CD avec le jeu dessus, parce que ça aurait été bizarre de mettre un CD pour la Switch, mais bref, c'est pas non plus une deuxième cartouche, ça vient avec un code de téléchargement, et ça c'est juste décevant. Personne aime les codes de téléchargement, même pas leur mère. Fils, il vaudrait mieux prendre nos distances. Au final, c'est bon d'avoir les 2 premiers jeux sur Switch parce que comme c'est une série basée beaucoup sur l'histoire, c'était utile d'avoir le début et le milieu quand Bayonetta 3 est sorti en 2022. Sinon, vous pouvez aussi vous contenter de frapper tout ce qui bouge, c'est une bonne option. À l'inverse, une franchise qui n'a pas besoin de présentation, c'est celle de notre primate préféré avec Donkey Kong Country Tropical Freeze. J'espère que c'est votre primate préféré, sinon vos autres options sont probablement morts ou ils ont commis des crimes de guerre.
Tropical Freeze, c'est un des meilleurs jeux de plateforme 2D de l'histoire et ça pouvait juste pas rester coincé sur la Wii U. Cette place-là en enfer est destinée à Mario Party 10. La version Switch est un port simple mais efficace qui vient avec une meilleure définition graphique et surtout des temps de téléchargement qui sont beaucoup plus rapides. D'ailleurs, on voit la différence dès le menu du jeu où on passe de genre 38 secondes à 12. Quoique sur Wii U, ce 26 secondes supplémentaires est nécessaire pour pouvoir se remettre en question sur pourquoi tu as une Wii U. La version Switch, c'est de loin la meilleure où jouer, surtout avec le mode portable. Par contre, pourquoi c'est 10$ de plus que quand c'est sorti sur Wii U? Le jeu fait absolument rien pour mériter d'être 60$, à part être excellent, mais c'était déjà le cas sur sa version Wii U à 50$. Encore pire, vers la fin de sa vie, le jeu a une version Nintendo Select à 20$, donc là on paye le triple pour le même jeu. C'est presque insultant pour les propriétaires de la Wii U qui ont supporté Nintendo durant leur période sombre, surtout que dans le temps, il n'y avait pas d'update à 10$. Si tu avais acheté la version Wii U et que tu voulais le jeu pas sur Wii U, too bad, tu devais racheter le jeu plus cher que ce que tu l'avais déjà acheté. Oh mais non, c'est vrai, pour justifier cette augmentation, Nintendo a poussé le marketing du mode funky. J'adore Funky Kong, mais ici c'est pas du contenu supplémentaire, c'est juste le fait qu'on peut maintenant faire le même jeu, mais en contrôlant un singe avec un bandeau qui détruit toute la difficulté en étant l'équivalent d'un mode ultra facile. Oh, pourquoi je critique? Je l'ai dit, ça vaut la peine, il porte un bandeau. Oh, oh, oh! À l'inverse, Eagle Warriors Definitive Edition est probablement une des versions les plus améliorées sur Switch si on compare avec la Wii U. C'est parce qu'en gros, cette version-là est un mélange qui offre le meilleur des deux mondes entre le jeu sur Wii U et celui sur 3DS. Ça vient avec tous les DLC de la Wii U, tout le contenu qui était unique à la version 3DS, pas les problèmes techniques de la version 3DS. En plus, on a tout ça au même prix que le jeu initial sorti en 2014. Le contenu unique ajouté pour cette version définitive est pas incroyable en soi, c'est surtout des costumes, mais faut voir ça comme un bonus qui vient avec tout le reste. Pour moi, l'amélioration qui se démarque le plus, c'est qu'on passe de 30 FPS à 60. Bon, dans les deux cas, c'est ce qui est prévu parce qu'en vrai, c'est super inconstant. Mais c'est mieux une version à 60 FPS qui descend à 40 qu'une à 30 qui frôle la vingtaine. Un des ports les plus sous-estimés, c'est Captain Todd Treasure Tracker. C'est simple et super mignon. Qui sait, peut-être qu'ils l'ont porté pour éventuellement faire une suite et commencer une série. 8 ans plus tard, peut-être pas. C'est un jeu tellement original avec son concept où on peut pas sauter, même si canoniquement, ça rend Todd encore plus pathétique qu'il l'est vraiment. Ok, je le juge sûrement trop. En me basant sur son anatomie, c'est assez logique. Si j'analyse les gens qui sautent dans la vraie vie, 100% ont des genoux. Bref, j'adore la vitesse des jeux Mario, mais des fois ça fait du bien de juste relaxer et réfléchir. Ici, c'est basé sur la stratégie plutôt que les réflexes. En fait, Todd se déplace comme quelqu'un qui est en permanence coincé dans une foule et qui passe entre deux personnes en disant « Excusez-moi ». Dans la version Wii U, on apprend à la fin du jeu que ça en fait un préquel à Super Mario 3D World. La dernière fois que j'ai été choqué comme ça par une twist, c'est en écoutant le sixième sens. Mais c'est assez évident qu'à l'époque, le lien avait été fait vu que c'était le jeu Mario principal de la console, donc c'est pas surprenant qu'ici Nintendo a remplacé cette portion-là par des niveaux inspirés de Mario Odyssey. Les nouveaux niveaux d'Odyssey sont meilleurs, mais pourquoi enlever les anciens? Je comprends que c'est pour fonctionner avec l'histoire, mais c'est Captain Todd, come on, tout le monde aurait survécu si ça avait été gardé pour donner plus de contenu. Là, ça porte juste à confusion si deux personnes qui ont joué aux deux versions différentes se parlent. Ils vont finir par argumenter et penser que l'autre est fou. Là, de quoi tu parles, des niveaux de Mario Odyssey? T'avais une Wii U? Captain Todd, c'est aussi un des jeux pour lesquels le gamepad avait le plus d'utilité, pas de manière folle, mais quand même le jeu avait été construit autour de ça pour activer les éléments du décor qu'on voit. C'est pas mauvais en termes de fonction pour le gamepad, mais comme pour la Switch, il y en a pas, sur la télé, il y a en permanence un genre de pointeur bleu présent au cas où on en a besoin. Moi, être franc, la seule chose dont j'ai besoin, c'est qu'il disparaisse. Ça bouge quand il faut pas, ça bouge pas quand il faut. C'est comme quelqu'un qui fait l'amour pour la première fois, mais sans les pleurs.
Captain Toad a été adapté du mieux que Nintendo le pouvait, mais honnêtement, on sent que ça aurait été mieux si à la base, ça avait jamais été sur Wii U. Au moins, contrairement à ce qu'on a vu plus tôt, le jeu a gardé son prix initial qui était déjà bas à 40$. En fait, même le DLC était cheap à genre 6$. Environ un an après sa sortie sur Switch, Nintendo a même ajouté un mode coop, des nouveaux niveaux et un support VR avec Nintendo Labo pour les 8 personnes intéressées. C'est bizarre que c'était pas là dès sa sortie en 2018. Genre, est-ce que vous étiez à ce point pressé de le sortir que ça pouvait pas attendre d'intégrer vos nouveaux ajouts? Mais bon, on va pas se plaindre. C'est cool et ça se joue bien à deux. C'est vraiment parfait en famille. De son côté, New Super Mario Bros. U Deluxe, c'est de loin le cas où j'ai le plus de remises en question sur si je sais qu'est-ce que ça veut dire Deluxe. Faudrait peut-être qu'à la place, je travaille sur moi. Sérieux, c'est le jeu qui abuse le plus du mot. Y a rien de luxueux dans cette expérience-là. C'est comme un divan en faux cuir dégueulasse qui sent le chat mouillé. On va se le dire, c'est un porc paresseux. C'est juste le dernier New Super Mario Bros. Sorti qui en plus a gardé son nom avec un U, aussi appelé un lourd rappel de l'existence de la Wii U. Il aurait vraiment dû faire une compilation dans le style de All-Star, mais pour tous les jeux de la série New. Quoique une fois dit à haute voix, pas certain que c'est une bonne idée. Ça aurait été répétitif en tabarnak. Bref, au moins, je sais pas, vous auriez pu refaire le premier qui est loin dans la mémoire des gens. Ok, ça c'est le deuxième. Le deuxième qui est sorti, donc oui, pas New Super Mario Bros. 2. Je l'ai dit, tous les jeux dans la série se ressemblent. Mais malgré la fatigue de la formule simple des jeux en 2D, New Super Mario Bros. U Deluxe a quand même réussi à devenir le 10e jeu le plus vendu sur Switch avec 19 millions de copies. Le jeu sur Switch inclut quand même New Super Mario Bros. U et aussi Luigi U, donc on pourrait voir ça comme un bon deal, mais c'est pas très spécial quand on réalise que de toute façon, cette version 2 en 1 là existait déjà sur Wii U. On a aussi accès à des nouveaux personnages, par exemple Peachette est jouable, alors que notre objectif est d'aller sauver Peach. Ouais, en réalité, Peachette, c'est juste un power-up exclusif à Toadette qui lui permet de devenir la princesse parce que c'est pratique niveau marketing pour vendre le jeu. Comme quoi des beaux cheveux blonds lousses sont plus attirants que des tresses en champignons. C'était la portion conseil beauté. Toadette remplace complètement le deuxième Toad, alors que choisir entre le bleu ou le jaune est maintenant juste un choix cosmétique. Si on joue à 4 personnes, on peut pas prendre les deux. Et ça laisse place à un problème si les 4 joueurs sont moindrement expérimentés parce qu'un des joueurs est obligé de jouer en mode facile en prenant soit Peachette et sa mobilité surpuissante, ou encore pire, Carotin qui peut juste pas se faire toucher. Le jeu sur Switch a aussi dû supprimer quelques éléments liés au gamepad, mais rien de vraiment majeur ou important. En fait, le point qui m'énerve le plus, c'est que maintenant, le tourniquet qu'on fait dans les airs est activé en appuyant 2 fois sur le bouton du saut, alors qu'avant, on devait secouer la manette ou peser sur une gâchette différente pour l'activer. Sur papier, c'est plus simple, notre doigt est déjà sur le bouton, mais là, c'est vraiment facile de l'accrocher et involontairement commencer à tourner comme un patineur artistique malhabile. On peut désactiver le tourniquet sur l'écran du menu en faisant une combinaison de contrôle, mais 95% des joueurs le savent pas. Je veux dire, je pèse encore sur n'importe quel bouton quand je joue à Mortal Kombat. Je vais pas apprendre un combo pour ça. Tokyo Mirage Session Sharp Fi Encore, c'est une deuxième opportunité pour le jeu de réussir à s'établir sur le marché. C'est aussi une chance d'échouer pour la deuxième fois. Quand tu as un hashtag dans ton nom, il y a des bonnes chances que tu sois dans la deuxième catégorie. J'ai pas grand chose à dire, c'est un mélange étrange entre Fire Emblem et Shin Megami Tensei, et même si c'est un combo bizarre entre 2 franchises établies, ça fonctionne, le jeu est assez bon. Par contre, ça reste un jeu qui rejoint un auditoire minuscule et c'est pas aidé par le fait que le port est encore une fois juste en voix japonaise. Ben, je pense que c'est japonais. Les fonctionnalités du gamepad sont pas vraiment une grande perte. Genre, oh, je peux lire du texte de beaucoup plus proche. Mais le texte est aussi beaucoup plus petit, donc au final, ça revient pas mal au même, hein? C'est le seul jeu où la meilleure version dépend de si vous souffrez de myopie ou d'hypermétropie. De retour à une franchise plus connue, on est aussi de retour aux versions Deluxe avec Pikmin 3. Deluxe. Pikmin 3 Deluxe.
Sur Wii U, les contrôles étaient vraiment centrés sur le gamepad, la Wiimote et le nunchuck. En fait, le trio était exploité au maximum dans la formule Pikmin et c'est super le fun et original. Par contre, ça l'a rendu le port sur Switch plus complexe, surtout en considérant que oui, il y a les Joy-Con, mais ils sont juste moins efficaces que nos Wiimote en termes de précision. Sauf que même avec les contrôles moins optimaux, le jeu sur Switch reste un excellent port et un de ceux avec le plus d'additions concrètes qui affectent l'expérience du joueur. Nouveau prologue et épilogue, tous les DLC inclus, un mode coop pour la campagne qui n'était pas présent sur Wii U et même l'option de choisir sa difficulté. Même si ça c'est un peu bizarre, la difficulté qu'on avait sur Wii U est l'équivalent de difficile, pas normal, et le jeu était vraiment pas dur à la base, donc si on choisit juste normal, ce qui normalement devrait être normal, c'est beaucoup trop facile. La plus grosse qualité du port reste le simple fait que Pikmin 3 est un solide jeu. Si t'avais pas la Wii U et que t'aimes ce style, c'est un must-have sur Switch, surtout que maintenant, tous les jeux Pikmin sont sur la console. Bon, c'est un peu bizarre que 1+2 est seulement sorti 3 ans plus tard en 2023, mais on va le prendre, les 4 jeux Pikmin sont excellents. Le seul point décevant, c'est qu'encore une fois, le jeu était rendu 20$ à la fin de sa vie sur Wii U avant de revenir à 60$ sur Switch. Je comprends que le but d'une compagnie, c'est de faire de l'argent, et c'est bien d'avoir accès au jeu sur une console actuelle, mais c'est pas autant de travail que de produire un nouveau jeu, et le prix devrait au moins refléter un peu cette qualité. Après tous ces jeux qui viennent souvent avec du positif, mais aussi du négatif, il y en a un qui se démarque alors qu'il est incroyable en tout point. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. C'est pas juste le meilleur port Switch, c'est un des meilleurs jeux de la console. Mais à l'époque, sur Wii U, il y avait un peu une réception en deux temps. C'était un excellent jeu, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'était un peu beige pour un Mario principal. Je pense que Mario 3D World, c'est un jeu complémentaire fantastique derrière Mario Odyssey, mais c'était pas assez unique et révolutionnaire pour aider à vendre la Wii U. Et Dieu seul sait qu'elle avait besoin d'aide. Faut dire que le nom a pas aidé non plus. Oh, c'est le nom le plus générique au monde, c'est mélangé avec Super Mario 3D Land, c'est mélangé avec Super Mario World des années 90, ça porte tellement à confusion. Sérieux, c'est quoi un 3D World? Tous les jeux en 3D sont des mondes en 3D! Qu'est-ce que c'est ça? Si à la base, c'est un peu bizarre de voir un jeu comme Captain Toad sortir avant, ça valait la peine d'attendre presque 3 ans parce qu'on voit tout l'amour mis dans le port. C'est de loin le plus travaillé et complet, ce qui est logique, c'est un jeu Mario principal. Ils ont pris le temps d'améliorer plein d'éléments. Le meilleur exemple, c'est les personnages qui sont plus rapides de 40%, ce qui dynamise vraiment le jeu. Peach, qui était le personnage le plus lent avant, est maintenant plus rapide que Toad sur Wii U, qui était le personnage le plus vite à l'époque. Les écrans de téléchargement et de sauvegarde sont aussi vraiment plus rapides. Tout est juste beaucoup plus fluide. C'est important pour un jeu avec autant de niveaux qu'on fait rapidement. Avant, c'était pas injouable, loin de là, mais ça brisait un peu le rythme. Sinon, le multijoueur en ligne est maintenant présent, ce qui n'était pas le cas sur Wii U, et c'est vraiment un bon jeu à jouer en groupe, même avec des inconnus. Mais le plus gros point positif, sans aucun doute, c'est l'ajout de Bowser's Fury, un mode ultra complet qui démontre les possibilités qu'un jeu Mario plus open world pourrait offrir. En gros, c'est un jeu à part entière avec la physique et les pouvoirs de 3D World, mais dans un univers un peu plus à la Mario Odyssey. C'est vraiment une expérience incroyable et avec le recul, ça rend presque décevant les autres ports. Est-ce qu'on devrait s'attendre à autant d'efforts pour tout? Non, c'est pas réaliste. Avec une console qui s'est aussi peu vendue que la Wii U, c'est assez évident que l'objectif initial, c'est juste d'être accessible pour plus de joueurs. Mais un port aussi travaillé comparé au plus simple, ça récompense les joueurs qui étaient là dans les moments sombres de la Wii U. Ça leur donne une vraie raison de non seulement acheter le jeu, mais rejouer une deuxième fois et vivre une expérience différente. La version Switch de Super Mario 3D World a pris un très bon jeu et l'a rendu indispensable. Mais une révision aussi qualitative met la barre haute. Il y a une raison pour que Nintendo a arrêté de faire des ports après celui-là en 2021. Du moins ça, c'était jusqu'en 2025 pour Xenoblade Chronicle X Definitive Edition. Il y a quelque chose de magique dans le fait d'appeler un jeu l'édition définitive, seulement pour sortir une édition plus définitive un an plus tard. Vous avez pris genre 10 ans pour le faire et rendu là, vous saviez que la Switch 2 arrivait. Tant qu'à le sortir en 2025, vous auriez pu attendre un an de plus pour tout sortir en même temps?
mais Xenoblade Chronicle X est excellent et le port vient moderniser le tout. Même si ça vient qu'une petite controverse sur Switch 2 parce que le upscaling est bizarre. Il y a clairement de l'intelligence artificielle d'utiliser et on est à une période étrange où les développeurs essaient encore de trouver la bonne manière d'intégrer l'IA, mais il y a encore du travail à faire. Et c'est là qu'on voit que peu importe la console, les ports, les remakes et les remasters vont toujours exister. Je veux dire, juste à regarder la situation de Star Fox, on a un genre de remake d'un jeu qui a déjà eu un remake, qui a déjà eu un autre remake, qui était lui-même un remake du premier jeu sur Super NES, Star Fox. C'est un renard dans l'espace! C'est-tu si dur que ça de faire une nouvelle histoire originale? Et dire que tous les fans de Star Wars sont tannés de suivre la famille Skywalker, pouvez-vous imaginer si on n'était même pas encore rendu à « Non, je suis ton père ». Oui, j'ai dit non, pas Luke. Au moins, si on avait eu genre 10 remakes de Star Wars 4, une des répliques les plus connues du cinéma n'existerait pas et serait pas mal citée par 50% des gens.